Bonjour à tous. D'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Quand j'ai vu sur le programme qu'il y avait Blablacar en face, je me suis dit, bon, on sera trois. Et finalement, on est un peu plus nombreux, donc c'est plutôt cool. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter une méthode, enfin en tout cas GraphQL, et la façon dont vous allez pouvoir moderniser vos API grâce à GraphQL. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Cédric Duet. Je suis un développeur senior chez Sagi, développeur plutôt polyvalent. Je fais du front, je fais du back, l'intégration, je fais pas mal de choses. Et donc j'ai rejoint Sagi il y a environ un an, après avoir passé une dizaine d'années dans un grand groupe. Et avec l'esprit startup, j'ai redécouvert le fait d'avoir la techno au centre un peu des attentions. Et il y a un truc qui est sympa chez Sagi, c'est qu'on a du temps dédié pour faire de la veille technologique. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert GraphQL et que je suis ici aujourd'hui. Donc, je vous présente Sagi justement. Sagi, c'est une équipe d'une cinquantaine de personnes maintenant. On est tous super motivés pour démocratiser le big data. Donc, ce qu'on propose, c'est une plateforme, donc une plateforme prête à l'emploi pour accélérer votre time to market pour les projets big data. Donc, c'est de l'infrastructure embarquée, c'est également une panoplie de tous les logiciels open source du big data à ce jour, enfin en tout cas les plus connus, les plus utilisés, donc qui vous permettent de ne pas avoir à vous occuper de tout ça. Donc on vient également avec une surcouche logicielle. On a une data fabric qui vous permet d'organiser un peu vos jobs et vos pipelines de production. Également un outil de data gouvernance qui est utile pour organiser votre data lake, renommer vos datasets, etc. Et on vous accompagne également dans votre transition vers la GDPR en fournissant des outils, notamment à travers de data gouvernance, pour anonymiser la donnée, par exemple. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. GraphQL. Donc, avant tout, j'ai commencé par un petit peu d'histoire, l'histoire des API. Donc, en 1998, on a découvert SOAP et SOAP XML sous l'impulsion de Microsoft à l'époque. Donc, SOAP, c'était, moi en tout cas, la première façon que j'ai découvert pour faire des web services. Ça avait quand même quelques avantages et quelques inconvénients. À mon sens, le truc qui était super cool avec SOAP, c'était qu'on avait une notion de contract first. On avait un WSDL qui nous servait de contrat d'interface entre nos clients et nos serveurs. Et on avait également du typage fort. Donc ça, c'était les points que je trouvais vraiment cool. À côté de ça, c'était quand même une grosse galère à mettre en place. C'était très verbeux. C'était pas super plaisant à utiliser, mais ça avait des côtés sympas. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont connu SOAP XML et qui ont pu... Ouais, quand même. Je ne suis pas tout seul et il y a quand même pas mal de vieux. Merci d'être venu. Ensuite, au début des années 2000, on a découvert les styles d'architecture REST, et ce qu'on fait tous depuis maintenant 10 ou 15 ans, des API REST-JSON. Donc, c'est des API centrées sur les ressources. Je pense qu'on en a tous mangé beaucoup. On en fait peut-être pas au quotidien, mais régulièrement. Et à force, faut se le dire, c'est quand même un peu chiant. Moi, je trouve ça un peu pénible à faire, c'est redondant. Mais bon, en 2012, Facebook a commencé à travailler sur un projet en interne pour résoudre des problèmes qu'ils avaient sur les appels d'API dans leur application mobile. Et ils se sont posé des questions parce que le style d'architecture REST leur convenait pas forcément, ça allait pas forcément avec les réseaux mobiles de l'époque. Il y a 5 ans, on n'a pas tous la 4G. Bref, ils avaient des problématiques assez particulières. Et en travaillant sur ce projet, finalement, ils ont décidé de le sortir en open source en 2015. Donc, c'est depuis 2015 qu'on peut avoir un petit peu de fun en jouant avec GraphQL. Donc, pourquoi Facebook a créé GraphQL? Il l'a créé parce qu'ils avaient des manques, en tout cas des lacunes dans le style d'architecture REST. Et, entre autres, dans les API REST, on a en général une ressource correspond à une URI. On est très centré sur la ressource, on n'est pas du tout dans le relationnel, même si bien souvent, les ressources qu'on expose sur les API REST ressemblent trait pour trait aux entités qu'on peut avoir dans la base de données. En tout cas, c'est le constat qu'on fait régulièrement. Donc, il y a plusieurs façons de faire une API REST. Soit on la fait maintenable, donc on fait une API qui n'est pas designée pour un client particulier, et du coup, elle n'est pas forcément toujours très pratique à utiliser. Ou alors on la fait très spécifique, et du coup, elle est compliquée à maintenir parce que chaque client aura besoin de sa petite spécificité. Moi, je vais afficher tel type d'écran sur mon web, donc j'ai besoin de telles informations dans l'API, etc. Donc en gros, si on fait une API bien conçue et pas designée pour le front, on se rend vite compte qu'on a besoin de faire beaucoup d'allers-retours client-serveur pour récupérer toutes les informations dont on a besoin.
Et également, on va récupérer des informations qui ne nous servent pas, puisque l'API est faite de telle manière qu'on ne peut pas choisir les champs qu'on va récupérer. Donc on a une surconsommation de bande passante. Bref, tout ça, ça a pesé un petit peu sur les développements et sur disons le bon fonctionnement de l'appli mobile de Facebook. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait GraphQL. Donc la promesse de GraphQL, c'est quoi? C'est de faire finalement peu d'allers-retours entre le client et le serveur. C'est d'être vraiment efficace. On va faire une requête, et ce qu'on demande dans notre requête, c'est exactement ce qu'on va obtenir dans notre réponse, ni plus ni moins. On n'aura pas de données en plus comme on peut avoir avec REST. Donc on retrouve un petit peu quelques notions de ce qu'on pouvait trouver dans SOAP-XML. On a également une approche schema first. Donc on a un contrat d'interface entre nos clients et le serveur qui nous permet d'assurer la cohérence, notamment entre les développements front et back. Puisque même si l'API n'est pas complètement terminée côté back, les développeurs front peuvent commencer à travailler. Ils ont déjà le contrat d'interface, ils savent à quoi s'attendre et ils peuvent la moquer relativement facilement. Donc en plus de ça, GraphQL arrive avec un langage de requête qui est très lisible, qui ressemble un peu à du JSON. On le verra par la suite. Donc il est assez pratique, c'est human readable, c'est assez compréhensible. GraphQL vient aussi avec un typage fort, comme ce que je vous disais tout à l'heure sur SOAP-XML. C'est quelque chose qui est assez confortable. Et surtout, le gros avantage, c'est que lui, il est orienté relation et pas orienté ressources. Donc on peut naviguer dans le graphe en parcourant les nœuds grâce aux relations qu'on a générées entre les différents types. Un autre truc qui est assez sympa sur GraphQL et qu'on n'a pas sur les API REST, c'est qu'on a une documentation qui est intégrée à l'API. En général, dans les API REST, on a soit une documentation Swagger ou une documentation RAML qui est sur un endpoint qui est exposé à côté, mais finalement, personne ne sait jamais vraiment où c'est difficile à rendre public, etc. Avec GraphQL, on n'a pas ce problème, tout est directement intégré dans l'API, et je vous montrerai ça tout à l'heure. Quand Facebook a fait GraphQL, ils ont pensé une spécification, ils n'ont pas fait ça pour un langage en particulier. Donc GraphQL, c'est bien une spécification, c'est pas spécifique à un langage, et c'est pas non plus spécifique à un protocole réseau. On peut aussi bien faire de l'HTTP que du TCP ou autre. Donc si vous voulez voir la spécification, elle date d'octobre 2016, vous avez le lien ici, je vous enverrai les slides par la suite. La spécification est encore en draft, mais bon, on peut l'utiliser et je pense qu'on devrait avoir une release full prochainement. Bon, je ne sais pas si vous avez tous bien compris, mais si on prend un exemple, ça sera encore plus clair. Donc, je vous propose de prendre pour exemple un Netflix-like. En gros, on a un client web qui veut afficher une première page qui contient une liste de séries et une deuxième page qui contient le détail d'une des séries télé sur laquelle on aura cliqué auparavant. Donc on a un modèle de données pour ça, qui est assez simple, hein, j'ai fait basique. Ça c'est le modèle de notre base de données, et on imagine qu'on prend une API REST bien conçue, pas une API REST qui est conçue spécifiquement pour ce site web. Donc comment est-ce qu'on ferait ça en REST JSON? La première chose qu'on va faire pour afficher la première page, c'est qu'on va faire un appel sur une route qui sera quelque chose du genre /API, /v1, /tvshows, qui va nous retourner la liste intégrale de toutes les séries télé qui existent dans notre base. Donc on fait cet appel. Et là on se rend compte assez rapidement qu'on reçoit de la donnée qui ne nous sert à rien, puisque dans notre liste, on n'a jamais affiché la description. On avait juste besoin de l'ID pour pouvoir cliquer sur le lien suivant, du titre pour afficher un texte alternatif et de l'image à afficher. Donc là on a un premier appel, et on voit qu'on a déjà une petite surconsommation de bande passante. C'était une page assez simple. Maintenant, si on va afficher une page un peu compliquée, si vous vous souvenez bien du modèle de données, on ne va pas réussir à tout faire en une fois. Donc on va faire un premier appel sur la série télé en question pour récupérer les informations générales, donc, ce qui est affiché ici en plus sombre. Donc ce premier appel il nous permet de récupérer toutes les informations. Là on a de la chance, sur cette route-là on n'a pas d'informations surnuméraires. On passe à la suite. On veut afficher la liste des saisons de cette série. Donc on va faire un appel sur la route tvshows /l'id de la série télé /seasons et on obtient cette réponse dans laquelle on a presque ce qu'il nous faut, mais on a quand même un peu de données supplémentaires parce qu'en fait on a affiché la description uniquement de la dernière saison et les deux autres finalement on n'en avait pas besoin. Ensuite on va afficher la liste des épisodes. Donc cette fois on a une relation entre saison et épisode, donc on va adresser la route épisode et donc on va sur /season, l'ID de la saison, /épisode. On obtient la liste de tous les épisodes de la série. Cette fois, on n'a pas de données en trop. Ensuite, on va afficher les acteurs. Toujours pareil, on va utiliser la relation qui se trouve entre la série télé et les acteurs.
Et sur cette route, on va encore une fois récupérer des données qui ne nous servent à rien puisqu'on n'affiche pas les dates de naissance des acteurs de la série. Donc là, on est déjà à 4 appels. Et il nous reste encore un petit pour la route, pour afficher la notation de la série. Donc on va sur la route /1/ratings et on obtient les informations de notes de la série. Ici encore, on a des informations qui ne nous servent pas puisqu'on a le nombre de votes qui n'est pas affiché. Donc là, on a 5 appels pour charger une page. Ça commence à faire beaucoup. Avec GraphQL, maintenant, comment est-ce qu'on ferait ça? On aurait un endpoint, le /GraphQL, et on ferait une requête post en mettant dans notre payload uniquement les informations qu'on souhaite afficher. Donc pour cette page-là, on a juste besoin de l'identifiant, comme je vous disais tout à l'heure, pour créer le lien vers la page suivante, le titre pour le texte alternatif des images et l'image en question. Donc on fait l'appel, et là en une fois, on récupère uniquement ce qu'on a besoin. On n'a pas les descriptions des séries, donc forcément le poids est bien moindre. Et encore là, dans mon exemple, moi j'avais mis qu'une dizaine de séries dans ma base de données, mais on peut imaginer qu'on en a beaucoup. Donc là, on n'a vraiment que ce qui nous intéresse. Ensuite, pour afficher la seconde page, c'est là où ça va se compliquer un petit peu, mais finalement, on va pouvoir le faire en un seul appel, grâce à un super payload dans lequel on va indiquer toutes les relations et tout ce qu'on veut récupérer. Donc si on regarde bien, finalement, dans notre payload, on a ici les informations générales de la série, donc c'est ce qu'on affiche ici. Et ensuite, on va commencer à rentrer dans les relations qu'on a dans notre modèle de données et celles qu'on a définies dans notre schéma GraphQL. Donc on a une relation sur les notes de la série, et on va récupérer que la note moyenne et pas le nombre de votes. Ensuite, on va récupérer les saisons. Ici, c'est pour récupérer la liste des saisons qui est ici, et on ne veut pas forcément afficher grand-chose à part le titre et l'image. Et enfin, on va afficher le descriptif de la dernière saison. Donc là, on a un petit paramètre là, ce qui nous permet de récupérer une seule saison. Et donc, uniquement les champs qu'on veut récupérer et afficher. Et enfin, on a une dernière relation sur acteur. Donc là, en un seul appel, on peut récupérer tout ce qui nous intéresse finalement. C'est ce qu'on fait ici. Et on voit qu'on a tout notre résultat en 21 millisecondes et pour 3 kilobits. Donc si on fait un petit résumé et qu'on compare un petit peu les performances, même si on ne va pas parler de temps de réponse parce que voilà, ce n'était pas forcément très parlant sur ma machine, mais on se rend bien compte qu'en tout cas on a beaucoup moins d'appels. Et si on en fait un graphe, on s'en rend encore un peu mieux compte. On a beaucoup moins d'appels en GraphQL qu'en REST. On a également moins de bandes passantes utilisées puisqu'on ne récupère que les informations qui nous intéressent. Et bon là le temps était plus court, mais ça, je préfère pas trop en parler, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. Alors j'espère que vous êtes tous convaincus. Ça va? Jusque là. Eux en tout cas ils sont convaincus. Donc ça c'est une liste de quelques grandes entreprises de l'IT qui sont passées à GraphQL en tout ou partie. On a notamment Facebook évidemment puisque c'est eux les instigateurs, mais on a également Twitter, le Times, on a GitHub. GitHub par exemple, vous pouvez jouer avec leur API GraphQL si vous voulez. Elle est disponible, si vous avez un compte développeur, vous pouvez l'utiliser et jouer avec. Donc maintenant on va passer aux fondamentaux de GraphQL, parce qu'on n'est pas ici que pour voir un petit exemple. Donc vraiment pour moi la pierre angulaire de GraphQL c'est le schéma. C'est vraiment la chose qui importe le plus. C'est le contrat de service entre vos clients, web ou autres, mobiles, et votre serveur. Donc dans ce schéma, il y a plusieurs choses, il y a même pas mal de choses. On a déjà des root types qui sont les types principaux qu'on va définir dans le schéma, qui sont obligatoirement la query, potentiellement des mutations si on veut faire de l'écriture, et des souscriptions. On reviendra là-dessus plus tard. Chacun de ces root types contient des champs. Donc ces champs sont associés à des résolveurs qui seront des fonctions qui vont récupérer la donnée pour vous. Et ensuite dans le schéma, on va définir différents types. C'est des types, ici on voit que j'ai défini des types qui sont assez proches de ce que j'ai dans mon modèle de base de données. Et donc ces types, eux aussi contiennent des champs qui peuvent être de différents types, soit des types scalaires, donc des types assez simples, soit des types d'autres types en fait, d'objets qu'on aura définis. Et c'est là où on commence à intégrer la notion de relation. Et c'est ce qui nous permet justement de faire ce parcours de graphe. Dans notre schéma, on a également d'autres types. On a des enums, des interfaces, des unions. On va revenir dessus par la suite. Et ce schéma, comme je vous le disais tout à l'heure, il est découvrable par introspection. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une documentation finalement qui est intégrée dans l'API. C'est pareil, je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais grâce à cette introspection, en fait, on n'a pas besoin d'exposer un endpoint supplémentaire pour avoir une documentation Swagger ou autre. Donc, ce schéma, on peut le décrire de deux manières. Il y a la manière programmatique, qui est assez simple à comprendre, et il y a la manière textuelle, qui est encore plus simple à lire cette fois. Donc la manière textuelle, elle utilise le SDL, c'est le Schema Description Language, l'IDL de GraphQL.
Et donc ce schéma en version textuelle, il est indépendant du langage puisque c'est un langage de description spécifique. Donc la méthode programmatique, c'est celle-là. Donc là, on voit qu'on définit un type TV show dans lequel j'ai juste mis deux champs, un ID et un titre qui sont de type scalaire. C'est du Java d'ailleurs l'exemple. Et ensuite, on crée un schéma dans lequel on va créer notre route type query et on va intégrer le premier champ qui est le TV shows, donc c'est notre premier point d'accès dans l'API GraphQL. Donc bon, c'est une façon de faire. Moi, je trouve ça un petit peu verbeux personnellement. Et là, j'ai mis qu'un seul type avec deux champs. Et vous imaginez que si on a une base un peu complexe et qu'on veut faire beaucoup de choses, c'est un peu compliqué. Donc ça peut avoir un intérêt pour faire du debug. Mais personnellement, je préfère la version descriptive, donc avec ce SDL. Ici, vous voyez tout le schéma qui m'a servi à construire les quelques exemples de code de cette présentation. Donc ici, on a quelque chose d'assez complet. C'est assez facile à lire, ça ressemble à du JSON. Donc il n'y a pas trop de complexité. Et personnellement, je trouve ça bien plus clair. Donc si on passe maintenant aux types, donc il y a différents types, comme je vous le disais. On a les types scalaires qui sont les types simples qu'on peut mettre dans nos objets. Donc on n'a pas grand-chose à disposition, on a des int, des floats, des strings, des booléens et des ID. Donc les ID sont plus ou moins des strings, mais qui servent d'identifiant unique de vos ressources. Mais on peut également définir nos propres types scalaires customisés. Donc, par exemple, là, on voit qu'on n'a pas de date. Et moi, c'est la première fois que j'en ai fait, je me suis dit, comment on fait pour exposer une date, quoi. C'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas au moins un type date. Donc tous ces types-là, vous pouvez les rajouter vous-même, sauf que ça vous nécessite que vous implémentiez tout ce qui est sérialisation et désérialisation de vos objets. Ensuite, on a des types enum. Donc les enum, c'est comme dans tous les langages, c'est une liste finie de valeurs. On a des types list, donc avec les crochets. Donc ça, c'est pour faire un tableau, une liste, quoi. Et on peut spécifier qu'on veut qu'un champ soit non nul en rajoutant un petit point d'exclamation derrière. Ensuite, on a les types d'interfaces. Donc là, les interfaces, c'est quand même assez classique, comme dans beaucoup de langages. On va décrire une liste de champs que tous les enfants doivent implémenter. Et donc, les enfants de cette interface vont au minimum posséder ces champs-là et vont rajouter leurs champs propres. On a également un type qui s'appelle l'union, qui est un peu moins courant, et dans lequel, en fait, on peut... quand on ne sait pas trop vraiment ce qu'on va recevoir d'une réponse, quand on ne sait pas trop le type d'objet, en fait, on peut dire qu'on s'attend à recevoir tel type ou tel type ou tel type, et on en crée un union. Et quand on va faire une requête, en fait, on va dire, moi je fais cette requête, et je vais faire une recherche, par exemple, du mot-clé Walter. Et je ne sais pas si ça va être une série télé ou un acteur, mais si c'est une série télé, je vais récupérer uniquement sa description, et si c'est un acteur, je vais récupérer son nom et son prénom. Et enfin, on a un autre type qui est le type input, qui va vous servir, par exemple, lors de vos mutations, à avoir un type un peu plus complexe qui vous permet de passer des paramètres. Mais ça peut également servir dans des queries comme paramètres de requête. Donc les types, comme je vous disais tout à l'heure, GraphQL est fortement typé. Donc le truc qui est vraiment sympa, c'est que GraphQL, avant même de résoudre vos requêtes, va commencer par la parser, va la valider. Et si jamais le format n'est pas le bon, vous allez avoir une exception de suite. Là, par exemple, j'attends un type int et je lui passe une string, forcément la requête ne passe pas. Et je n'ai pas déclenché mon resolver. Puisqu'on parle des resolvers, les resolvers sont les fonctions qui vont vous permettre de fetcher la donnée et donc toutes les données qui seront retournées ensuite au client. Donc on a des resolvers qui sont implicites, qui sont implémentés dans la plupart des librairies qui sont à votre disposition. Donc si vous avez bien respecté votre nommage entre le type que vous avez exposé dans votre schéma et vos bins côté serveur, vous n'aurez même pas besoin de redéfinir ces resolvers pour tout ce qui est type simple. En fait, soit vous avez un champ public qui s'appelle de la même manière, et il va être récupéré automatiquement, soit vous avez un accesseur, un getID ou un getTitle par exemple, et vous n'avez pas besoin de faire vos resolvers. Vous pouvez aussi définir des resolvers explicites. Donc dans ces resolvers explicites, c'est si vous avez des choses un petit peu particulières à faire avant de renvoyer votre donnée, ou alors si vous avez des paramètres à prendre en compte. Ici, on a un last dans le paramètre de ce type. Donc quand on va faire la query, forcément, il faut bien filtrer sur ce paramètre. Maintenant, on a les queries. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les payloads. Les queries, elles sont définies dans le schéma. Donc c'est un des trois route types dont on parlait au début. Et c'est ce qui correspond, si on fait la comparaison avec du reste, à les requêtes de type get. C'est ce qui vous permet de récupérer de l'information. Donc le format de requête est vraiment très lisible, ce qui ressemble à du JSON. Et par contre, le format de réponse, lui, sera en JSON et exactement de la même structure que votre requête. La seule chose qu'il y aura en plus, c'est une enveloppe data.
Donc ici, on a un exemple de requête. On passe la liste des champs. On voit bien que ce n'est pas du design valide, hein. Il n'y a pas de... Il manquerait pas mal de choses, il manque la ponctuation, il manque des choses, mais en tout cas, la réponse, elle est vraiment en format JSON, et comme je vous disais, il y a une petite enveloppe data en plus. Dans les queries, on peut introduire une notion d'alias. Donc on a vu tout à l'heure, quand on a récupéré les saisons, en fait, on avait 2 fois le bloc saison de récupérer. Et si on fait ça finalement sans l'aliaser, parce ce qu'on va avoir en réponse, c'est un seul bloc saison qui va contenir le merge en gros de tous les champs qu'on a ici et ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un alias qui vous permet en fait dans la réponse d'avoir vraiment 2 blocs distincts. Ici, on a le bloc last season qui ne va contenir que les champs qu'on a demandé pour notre type season, mais avec l'alias last season. Et dans l'autre, on a vraiment l'intégralité des champs. Ça peut être pratique. On introduit ici aussi la notion d'argument. Donc last, par exemple, c'est un argument qu'on peut passer dans un de nos types et qui sera utilisé par notre resolver pour fetcher la donnée. Comme ils sont nommés, on voit ici qu'ils s'appellent last, c'est pas la peine de les ordonner, vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez, ça pose pas de problème. Dans les queries, on peut également faire de la composition en utilisant des fragments. Donc ici, on voit qu'on a du code qui est redondant. On a récupéré 2 fois season, mais finalement, on a récupéré ces 3 champs dans les 2 blocs. On a juste rajouté un champ supplémentaire. Donc si on veut factoriser un peu le code, on peut utiliser des fragments. Et on va définir donc notre fragment ici, sur notre type season. Et celui-ci, on l'intègre directement dans notre payload. Ça fait des requêtes un peu plus concises, un peu plus claires à lire. On peut également utiliser des variables. Donc, si on est client d'une API GraphQL et qu'on n'a pas envie de réécrire à chaque fois, de faire des opérations sur les strings pour concaténer ou ce genre de choses, on va pouvoir introduire des variables. Et ces variables, après, on les passe en paramètres. Donc là, on les a ici. Et, elles doivent être forcément du type attendu, puisque ici, last, c'est un ID, c'est un int, pardon. Et ici, on a bien un int. Si ce n'était pas le cas, on aurait également une erreur déclenchée directement par le serveur GraphQL. Dans les requêtes, on peut également introduire des directives. Donc on en a 2 à disposition, qui sont include et skip, qui vous permettent en fonction d'un champ booléen, soit d'inclure ou de ne pas inclure un champ. Donc ici, par exemple, si on a le with release year qui est positionné à true, on va inclure la date de sortie dans notre réponse. Maintenant, on va passer aux mutations. Les mutations, c'est la manière dont vous allez pouvoir écrire de la donnée. Donc c'est pareil, comme les queries, c'est un des 3 route types, elle est décrite dans le schéma, et elle vous permet de faire de l'écriture, de la mise à jour ou de la suppression. Donc c'est ce qui équivaut côté reste à du post, du put, du patch, du delete. Et tout ça se fera avec un seul verbe en GraphQL, ce sera du post, comme pour les queries d'ailleurs. Dans les mutations, vous avez la possibilité, comme dans les queries, de récupérer en sortie un objet et de bénéficier du parcours de graphe comme on peut le faire dans une query, et également de ne récupérer que quelques champs. Donc si on fait une requête, ici une mutation, ici on est obligé d'avoir le mot-clé mutation. Il n'est pas obligatoire pour les queries, mais pour les mutations et les souscriptions, il est obligatoire. Quand on fait cette mutation, donc on veut qu'en résultat, on ne récupère que ces champs-là, et c'est effectivement ce qu'on a en sortie. Et on peut également parcourir le graphe, récupérer des champs, des enfants par les relations. Maintenant, on va parler des souscriptions. Les souscriptions, c'est le dernier route type dont on parle aujourd'hui. Il est également décrit dans le schéma, comme les autres. Et lui, il permet d'introduire la notion de streaming de données. Donc, il va permettre à un client de se mettre à l'écoute d'événements qui se passent côté serveur. Et plutôt que de faire du polling, de venir récupérer les informations tout le temps, c'est le serveur qui va retourner les informations au client quand elles sont à disposition. Donc là, avec ça, on peut construire des applications réactives. On n'a plus besoin de faire du polling à tout va. Ça va être un petit peu mieux niveau performance, pour le client et pour le serveur d'ailleurs. Donc le système de souscription, c'est quelque chose qui est un petit peu récent. Donc vous avez la spec en bas là. Ça a été évoqué en février 2017. Donc voilà, c'est un peu jeune encore. Mais ça se base sur ce schéma en fait. Ici à gauche, on a le schéma classique de tout ce qu'on a pu voir sur les queries et les mutations. Donc on a des allers-retours client-serveur. Notre client fait une requête, ça passe sur le serveur GraphQL qui va faire les appels à la couche de domaine et qui va le retourner. Pour la souscription, c'est un petit peu différent. Là, c'est du bidirectionnel. On va d'abord souscrire auprès du système de souscription qui, lui, va s'abonner aux événements que le client s'attend à recevoir. Et à chaque fois qu'il va avoir un de ces événements qui va être triggered, il va récupérer les informations, il va demander au moteur GraphQL de récupérer les informations, de les fetcher avec son resolver et ensuite les envoyer au client. Donc si on prend un petit graphe, le client
Les différents états pour faire une souscription, c'est que le client, il va d'abord envoyer une requête de souscription. Le système de souscription, lui, il va demander au moteur GraphQL de parser cette requête pour vérifier qu'elle est valide. Si elle est valide et que tout se passe bien, il va générer un token, pardon, il va accepter la souscription. Et il va se mettre en écoute, en fonction des champs qui ont été passés dans le payload, il va se mettre en écoute des événements et il va renvoyer un accusé de souscription au client. Ce client sera ensuite notifié de tous les événements qui peuvent se produire côté serveur. Le client peut ensuite être à l'initiative d'un désabonnement finalement à cette souscription, ou alors le serveur peut également le faire s'il se rend compte que soit le client surconsomme, soit on est un petit peu short en ressources, donc on va couper tout le monde, etc. Et donc au cours d'une de ces souscriptions, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui est trigger, comme je vous le disais, on va notifier notre système de souscription qui lui va renvoyer la requête au système GraphQL pour que les résolveurs travaillent et retournent les données, uniquement celles nécessaires au client. Voici un exemple de souscription. Ici, on définit une requête qui va nous permettre de récupérer en temps réel les mises à jour des notations d'une série télé. Ok, je pense que maintenant on a les bases. Vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais bon, dans la vraie vie, on a quand même des problématiques qui sont un peu plus compliquées que ça. On ne fait pas juste des requêtes get et post, on fait un peu d'autres choses. Donc, dans la vraie vie, en général, on a besoin de sécuriser nos API. On va avoir des notions d'authentification. Donc, finalement, en fait, c'est assez proche de ce qu'on peut faire avec un style API REST. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. On va juste envoyer une mutation dans laquelle on aura l'email ou l'identifiant de notre utilisateur et son mot de passe haché. Le serveur, lui, va d'abord valider la mutation. Si la requête est conforme, il va vérifier que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être avec son mot de passe. Il va générer un token et il va le renvoyer au client. Le client ensuite le passera dans un header authorization, comme on pourrait le faire en REST. Et ensuite, à chaque requête, le serveur devra revalider ce token. Donc c'est assez similaire finalement. Là, il y a une petite note qui vous dit que l'outil Graphical n'est pas prévu, en tout cas pour l'instant, pour ajouter des headers. Donc, on verra l'outil un peu plus tard, mais si vous avez besoin de faire ce genre de choses et que vous voulez le tester en dev, il faudra passer par un autre outil comme Postman, par exemple. Donc, également, dans la vraie vie, on a besoin de gérer les erreurs. Donc, on sait tous que niveau sécurité, il ne faut pas exposer les erreurs au client. Et ça, je pense que toutes les libs qui implémentent du GraphQL l'ont bien compris. En tout cas, la lib Java, par exemple, elle masque toutes les erreurs qui peuvent se produire côté serveur et renvoie uniquement quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est le comportement par défaut, donc toutes les erreurs sont bien masquées. Après, on peut le surcharger. En Java, par exemple, en implémentant GraphQL Error Handler. Et là, du coup, on peut changer le message ou on peut avoir des messages particuliers en fonction des erreurs qu'on a reçues. On va vouloir aussi faire du filtrage. Alors là, par contre, il n'y a rien de fait en standard, mais je dirais que finalement, c'est un peu la même chose avec du REST. Donc si on veut ne récupérer, par exemple faire des recherches ou ne récupérer que certaines catégories, on va devoir utiliser la notion d'argument et rajouter des arguments dans nos resolvers pour obtenir le résultat attendu. Donc il n'y a pas de magie, il faut l'implémenter, mais c'est franchement pas très compliqué avec la notion de paramètres. De même, la pagination, il n'y a rien de fait en standard, et donc il faudra l'implémenter vous-même. Quelque chose qu'on se pose souvent la question avec les API REST, c'est comment on peut faire évoluer nos API. Et ça, côté GraphQL, c'est un peu plus simple quand même à faire qu'en REST, parce qu'en REST, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit souvent le /API/v1, mais quasiment jamais on voit de v2, quoi. Parce que c'est facile de rajouter des champs, mais en supprimer ou faire évoluer un peu le modèle, c'est toujours un peu compliqué. Donc ça, chez GraphQL, ça a été bien compris, et on a introduit la notion de dépréciation des champs. Donc avec une petite annotation deprecated, on peut indiquer qu'un champ, finalement, on peut encore l'utiliser, mais dans les futures versions, on ne pourra plus. Donc, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et qui permet faire évoluer votre API de façon tranquille, au fur et à mesure du temps. Dans l'outil Graphical, vous verrez que quand vous avez un champ déprécié, dans la documentation, il est déjà noté comme déprécié. On n'a pas d'autocomplétion quand on cherche ce champ. On peut toujours le taper manuellement parce qu'on le connaît, mais on a également un petit warning, il est souligné pour nous dire attention, celui-là, il ne faut plus l'utiliser. Cette fois, je pense qu'on est prêt. Ok, alors par où commencer? Alors, si vous voulez vous essayer à GraphQL, vous pouvez faire comme moi. Moi, je l'ai fait dans le cadre d'un petit projet from scratch. C'est vrai que c'est plus facile, j'ai mis ça en place au boulot. Le projet, je l'ai fait de A à Z, donc c'est relativement simple à prendre en main quand on le fait comme ça. Mais vous pouvez également, si vous avez déjà une application legacy, si vous avez déjà des API REST, vous pouvez rajouter en façade de ces API
une API GraphQL qui vous permettra déjà d'unifier les différentes sources de données que vous pouvez avoir à requêter. Ça vous permettra également d'améliorer la maintenabilité de votre système, puisque vous n'avez plus besoin de maintenir vos API REST, vous allez pouvoir faire tous les ajouts et les modifications côté GraphQL. Donc ça, c'est par exemple, on peut faire ce type d'architecture où on aura un serveur GraphQL au milieu qui, lui, va uniquement, quand il reçoit un appel du client, il va uniquement faire un appel soit sur son système legacy, sur un microservice ou sur une API tierce. Il va récupérer les informations. Donc là, on se rend bien compte que côté serveur, on ne réduit pas du tout la charge, puisque côté API, on va quand même faire les appels aux API. Si on a besoin de faire 5 appels pour recevoir tout ce qu'on a besoin dans notre payload, on fera 5 appels. Par contre, côté client, lui, il recevra qu'une seule réponse. Donc si c'est un client mobile, il sera content d'avoir en sorti qu'une seule réponse. Ensuite, on peut un petit peu changer le modèle et commencer à intégrer une base au niveau de notre serveur GraphQL et déporter finalement ce qu'on avait à côté dans une ancienne API REST. On peut l'amener ici. Et du coup, là, on réduit un petit peu les échelons. Voilà, on peut continuer quand même à requêter un système legacy ou une API third party, mais en tout cas, on commence à intégrer notre code finalement dans notre serveur GraphQL. Donc, il y a quelques outils qui sont à votre disposition si vous voulez faire du GraphQL. Il y en a un premier, c'est GraphQL Voyager, que vous trouvez sur GitHub, qui vous permet d'afficher de manière graphique ce que vous avez dans votre schéma. Parce que sur un schéma simple comme celui qu'on a présenté, ça va, on s'en sort bien, mais sur un schéma qui est un peu compliqué, des fois vous allez avoir du mal à revoir les relations qu'on peut avoir quand on a 3 pages de code, c'est pas forcément super lisible. Donc avec ça, en fait, vous pouvez suivre les relations qu'il y a entre vos objets grâce à des petites flèches, et à chaque fois que vous cliquez sur une des relations, ça vous emmène à la suivante. Il y a un deuxième outil qui est vraiment pratique, c'est Graphical. Donc là, c'est un client web qui est fourni avec GraphQL et qui vous permet d'exécuter vos requêtes, qui vous permet également d'afficher la documentation. En fait, lui, il utilise l'introspection pour parcourir votre API et vous en fait une documentation. Donc c'est l'outil qui ressemble à ça. Donc, comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans les screenshots, on a une zone ici pour notre requête. On peut rajouter les variables de requête ici, et on a le résultat ici et la documentation à côté. C'est quelque chose qui est assez pratique le temps des développements. Je vais vous faire d'ailleurs une petite démo de Graphical. Oups. Donc Graphical, ça se présente comme ça. Je pense qu'on voit bien. Donc si vous commencez à taper, en fait, vous avez l'autocomplétion. Je vais couper Internet. C'est pas grave. Donc, ici, on a la liste des séries télé. Toujours par autocomplétion, on peut récupérer le titre, la description. On peut récupérer pas mal de choses. On peut faire appel également aux relations. Donc si on veut récupérer toutes les saisons, on fait ça. Et on affiche le titre des différentes saisons. Et si on fait CTRL-Entrée, on a notre résultat. C'est quelque chose qui est quand même assez pratique à utiliser. Et on a donc également, comme je vous disais, la documentation qui est intégrée. Donc si on clique sur les éléments de la documentation, on a un petit commentaire. On peut également afficher les types et voir ce qu'on a dans un type TV Show par exemple, ce qu'on avait dans le schéma. On a également nos champs dépréciés ici. Donc on peut également faire une mutation. Donc ici on indique le mot-clé, mutation. Tac. Donc j'ai une seule mutation possible dans mon code, donc elle apparaît de suite. Donc je veux voter pour une série télé. Si je vote pour la première série télé et que je lui attribue une note de 4 étoiles, j'ai quand même envie de récupérer cette série télé. Donc qu'est-ce que j'ai comme champ à disposition? Déjà je veux savoir pour quelle série j'ai voté. Et puis j'ai envie quand même de connaître sa notation moyenne, maintenant que j'ai réalisé un vote. Donc je vais récupérer ça et puis aussi le nombre de votes. Donc si je fais cette mutation, voilà, là je vois que j'ai augmenté mon nombre de votes. À chaque fois que je réexécute la requête, le nombre de votes augmente. Si je change, je peux faire baisser sa note. Voilà, etc. Donc ça c'est une mutation. Si on a également des notions de contrôle. Donc là par exemple, si moi, je m'attends à avoir une note entre 0 et 5. Si je lui envoie une note qui est à 8, ça ne va pas marcher. Et j'aurai par contre l'erreur classique qui me dira rien puisque finalement je n'ai pas surchargé les erreurs. Enfin, si j'ai juste fait un custom error handler qui vous dit voilà c'est mon message d'erreur. Donc là j'ai rien fait de spécifique, mais en tout cas on a cette validation donc, qui est possible. Si on a encore un petit peu de temps, je peux vous montrer à quoi ça ressemble en Java. Donc en Java on a notre... ici c'est notre... je vais y arriver. C'est notre schéma, donc le schéma ici, bon j'ai pas de coloration syntaxique parce que le plugin IntelliJ il est pas terrible.
Et donc on a nos resolvers dans notre projet, et les resolvers finalement ils sont assez simples. On a forcément les query resolvers, donc ça c'est le root type, donc lui on est obligé de le définir. Et il est forcément explicite puisque c'est lui qui indique les points d'entrée de notre API. Donc là on voit qu'on a 3 ou 4 points d'entrée, je ne sais plus. Mais on peut récupérer la liste de toutes les séries télé, on peut récupérer une série télé en particulier, ou on peut récupérer les acteurs. Donc ça c'est un des resolvers. Et ensuite si on regarde les autres resolvers, potentiellement il n'y a rien dedans. On a les mutations resolvers aussi qui nous indiquent donc, les différentes entrées des mutations possibles. Et également on fait c'est ce que je vous ai montré par exemple pour la gestion des erreurs. On a des contrôles, des contraintes qui sont positionnées ici. Je vais me dépêcher un peu parce que je crois que j'ai plus énormément de temps. Donc maintenant, je crois qu'il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de tester, quoi. Et pour ça, il y a quelques librairies qui sont déjà implémentées. Donc vous avez quand même pas mal de choses de fait. Donc moi, j'ai déjà fait en Java et en Node. Franchement, c'est assez pratique. Je vous conseille à tous d'essayer. Vous verrez que c'est plutôt cool. Ça change de faire des API REST. Et côté client, pour les frontistes, vous avez des librairies qui sont déjà toutes faites et qui vous permettent d'avoir une couche d'abstraction supplémentaire qui vont vous éviter de devoir traiter toute la couche réseau, de faire vos posts, etc. Donc il y a 2 librairies qui sont vraiment connues. Vous avez Apollo Client. Donc cette librairie-là, elle a une grosse communauté, elle est assez suivie, il y a pas mal, ça bouge pas mal. Et après il y a Relay. Donc Relay, ça s'utilise plutôt avec React et ça a été fait, me semble-t-il, par Facebook. Donc voilà, je pense que vous pouvez tous essayer. Je vous remercie. Si vous voulez regarder le code, il est dispo sur mon GitHub. Donc je pourrais vous tweeter le lien après, avec le lien des slides d'ailleurs. Une dernière petite chose avant de partir. Chez Sagi, on recrute. Donc n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand après la conf. Merci. Si vous avez des questions, allez-y. Ouais, on a du temps pour des questions en fait. Il y a eu un souci de chrono. Là, normalement, tu as 7 minutes pour des questions. Oui, je sais. Ok. Qui veut commencer? Alors oui, il y a celui qui pose une question pertinente gagnera un bouquin, que c'est Cédric qui choisira. Par pertinente, j'entends qu'il ne me met pas dans l'embarras. Oui, bonjour. Il y avait une partie où vous parliez des data loaders pour... C'est vrai, j'ai oublié ça. Voilà, et vous ne l'avez pas beaucoup abordé, donc c'est pour savoir si vous l'avez déjà utilisé ou pas. C'est bien suivi. En fait, les data loaders, c'est en fait pour quand on fait une requête GraphQL, lui, il va avoir tendance à déclencher tous les résolvers les uns après les autres. Et effectivement, il va faire des requêtes un peu naïves, quoi. Si on veut récupérer, par exemple, toutes les descriptions de toutes les saisons d'une série télé, il va dérouler notre payload, il va dire là, je cherche une série télé. Ensuite, je vais récupérer toutes les saisons de la série télé. Bon là c'est pas difficile, hein. Il va faire un select étoile from saison where ma série télé vaut celle-là. Par contre après, là c'est là où il va pas être malin, c'est qu'il va récupérer la description de chacune des saisons. Donc il va faire un select description from saison 1, saison 2, saison 3. Et là c'est pas super pertinent. Et on peut l'aider un petit peu justement en faisant du data loader, en lui fournissant justement une manière de... Il faut qu'on l'implémente nous-mêmes par contre, mais là on peut lui dire fais pas cette requête débile, fais une requête de type batch et tu vas faire un select de description where season in de 1 à 3 par exemple. Donc c'est comme ça que ça fonctionne les data loaders. Moi personnellement, dans mon cas d'usage, j'en ai pas eu besoin parce que j'avais pas besoin d'avoir des performances de malade, mais effectivement si on a besoin d'avoir des grosses performances, ça peut être intéressant de limiter ce genre de requête un peu naïve. Ouais. Très bonne question, je pense que ça mérite un bouquin. Bon écoute, puisqu'il a commencé, on va le faire... Non, on va attendre. Qui a une question? Par là-bas. Par Cédric. Je m'interrogeais en fait quand on a une API REST qui est existante, et qu'on voudrait implémenter du GraphQL, est-ce que ça veut dire à terme maintenir les 2 API ou est-ce qu'il est envisageable, voire implémenté, voire pensé, d'avoir justement un binder REST GraphQL avec les évolutions possibles? Moi, je dirais que si on veut faire ça, l'idéal ce serait d'arrêter de maintenir l'API GraphQL, l'API REST, pardon, se dire ok, elle existe. Je ne vais pas tout réimplémenter,
Je connais pas en tout cas de trucs qui permettent de faire le bind automatique entre les deux. Mais j'ai pas forcément envie de la maintenir ou de réimplémenter des nouveautés, donc je vais faire les nouveautés dans mon API GraphQL et à la limite, pourquoi pas au fur et à mesure du temps, récupérer les informations de cette API REST dans mon code GraphQL. Mais là par exemple, en fait, dans mon code, si vous allez sur le GitHub, vous verrez qu'il y a une API REST et il y a l'API GraphQL. En fait, j'avais mon API REST qui m'a servi à faire les premiers exemples et donc ils utilisent finalement les mêmes fonctions, quoi. Je vais utiliser les mêmes repositories, je vais faire les mêmes requêtes en base, ça utilise le même code. Donc à la limite, si c'est une API qui est local, qui est sur le même serveur et tout, pourquoi pas juste réutiliser les mêmes fonctions et basculer à terme sur du GraphQL. On a encore le temps pour une question. Là-bas peut-être. Ah bah là-bas. Moi, j'ai pas tout à fait compris les flux en fait. Les souscriptions? L'API Java que tu nous as montré là, elle permet, de ce que j'ai compris, de définir tout ce qui est resolver et tes mutations. Par contre, tes clients qui font les queries, est-ce qu'ils tapent du coup ton API Java ou est-ce qu'ils tapent directement ta base? Et du coup, ton API Java ne permet que de définir ton schéma ou... Le client, lui, il va pas taper il va pas du tout taper sur l'API Java. Enfin, lui, il va utiliser juste le GraphQL. Il a juste son payload. En fait, un client, par exemple, c'est Graphical, quoi. Le vrai client web, donc la page web, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste envoyer un post avec l'équivalent qu'on a à gauche. Elle va juste envoyer ça. Elle n'a pas du tout à connaître. La seule chose qui l'intéresse finalement, l'appli client, c'est le schéma. Moi, cette query, elle est envoyée directement à la base ou elle est envoyée à... Elle est envoyée au moteur GraphQL. Et c'est le moteur GraphQL qui, lui, va déclencher les résolveurs. Et les résolveurs, eux, vont déclencher les appels à la base de données. Donc on est vraiment sur du back-end. Ça passe par ton process Java. Ça passe par le process Java, mais le client, lui, ne requête pas le process Java. Okay. Ça reste vraiment très... Là, on parle d'une API, c'est du back-end. Ok, merci. Bah, vas-y, choisis à qui tu offres le livre. Ouais, je pense que M. Lavelle a bien suivi. Ok. Ça vaut. C'est celui-là ? Peu importe, je sais pas. Coach une équipe agile ou Scrum? Agile ou agile? Agile. Agile. Ok, bah écoutez, merci à tous d'être venus. J'espère que...